Merci beaucoup, Paul Colonna, de cette invitation. J'en suis très honoré, très content. Je me suis donné pour objectif, au vu de l'hétérogénéité de l'Assemblée, je reconnais certaines têtes, je me suis donné pour objectif, d'une part, d'introduire la biologie de synthèse et ses potentialités, et puis ensuite de parler génie métabolique, dans la mesure où le génie métabolique n'est pas ma spécialité. Cependant, je parlerai un petit peu de l'ensemble du problème et je prendrai un exemple que je traiterai plus profondément. Seule l'avant-dernière diapositive correspond à un travail qui est celui de notre équipe et qui a quelques liens avec cette question. Donc, dans un premier temps, si vous le voulez bien, on va tenter des définitions pour aussitôt après dire que toute définition est contre-productive dans des domaines qui sont relativement récents. Les définitions, au fond, ce sont la collection des histoires avérées, des succès avérés d'un nouveau domaine. Et donc, c'est plutôt une définition épistémique qui convient. Ici, je propose néanmoins une définition qui donne un aperçu, en tout cas, de ce dont il s'agit. Alors, quand on parle biologie aux interfaces d'autres sciences comme l'informatique, la mathématique, la physique, on pense souvent biologie des systèmes, biologie de synthèse. Et donc on va un tout petit peu travailler sur ces notions. D'abord par cette définition dure, encore une fois, dont il faut se méfier. Donc pour la biologie des systèmes, plutôt une science de l'analyse des comportements dynamiques et des comportements dans l'espace de la cellule ou des tissus, de réseaux d'interaction entre biomolécules, symbolisés ici, et pour lesquels on va se poser la question du comportement de l'ensemble du système, autant que l'on peut. Alors ce système, on le définit d'abord, et puis on le définit d'abord, on part généralement des connaissances qui ont été obtenues sur les interactions de biomolécules à partir de données de type omique, génomique, transcriptomique, etc. Et puis on remonte à cette analyse systémique. Et le mot analyse, évidemment, est important ici, puisque si vous regardez la définition de la biologie de synthèse, domaine émergent visant à la conception rationnelle, à l'ingénierie ou à la réingénierie de systèmes complexes qui sont basés sur le vivant ou bien inspirés par le vivant. Et a priori, on exige qu'ils soient dotés de fonctions absentes dans la nature. Donc ici, on est plutôt sur l'analyse, ici plutôt sur la synthèse. Je crois que la diapositive suivante va en donner un aperçu. Donc, si vous voulez, on prend un petit exemple ici. Par exemple, l'oscillateur qui rythme nos 24 heures. L'oscillateur qui règle notre rythme circadien, pour lequel, assez tôt, on a connu le nombre, quelques gènes et quelques protéines qui étaient impliqués. Cependant, il est assez notable, puisque justement c'est un succès avéré de la biologie du système, que c'est à travers la modélisation mathématique que des personnes comme Albert Goldbetter à l'Université libre de Bruxelles et d'autres ont pu proposer un modèle explicatif, un modèle qui explique en quoi les interactions connues entre ces gènes et ces protéines amènent le système à osciller, avec une période qui est de l'ordre de 24 heures, bon, ceci en fonction des paramètres de ces interactions. Donc, au-delà de ce succès avéré, on peut imaginer que la quintessence de la biologie des systèmes, au fond, c'est de nous donner accès au principe de design du vivant. Un exemple étant cet oscillateur, un autre exemple pouvant être un interrupteur, par exemple, un interrupteur impliqué dans la différenciation d'une cellule mère en des cellules filles, ayant ensuite un destin différent. Interrupteur, oscillateur, etc. Autant de dispositifs dont le vivant nous donne la manière dont il a résolu la question, donc un principe de design. Alors, il est assez naturel, quand on pense avoir compris un principe de design ou quelques-uns, d'essayer de s'en servir. Et là, on entre dans une phase plus ingéniérale et qui ressort plutôt de la biologie de synthèse. En ce sens, on peut dire qu'en mettant au centre les principes de design du vivant, la biologie des systèmes les explore, la biologie de synthèse les exploite. Et c'est là le distinguo que j'aimerais faire.
Il est à noter aussi que dans ces deux disciplines, il y a une forte, dans ces deux domaines, aux interfaces, comme le nom l'indique, il y a une forte présence de plusieurs disciplines majeures. Donc la biologie, on l'a dit, la physique, l'informatique, mathématiques. En biologie de synthèse, on retrouve parfois un couplage fort avec la chimie, un couplage naturel avec les sciences de l'ingénieur. Ceci dit, quand on parle d'ingénierie rationnelle, on se sent proche de l'application, et ce n'est pas faux. La biologie de synthèse sera proche de l'application de façon générale. Alors après, une question de sensibilité. Pour certaines personnes, le point final de la biologie de synthèse, c'est l'industrialisation. C'est dans ces termes d'ailleurs que s'expriment par exemple certains de nos collègues britanniques à Imperial College. Mais on ne peut pas nier l'importance de la synthèse pour venir amener une compréhension. Et donc, il y a également des aspects très fondamentaux dans la biologie de synthèse. J'aime à citer que finalement, c'est souvent lorsqu'on hésite entre contraintes physico-chimiques et contingences évolutionnaires que la biologie de synthèse peut aider. Par exemple, tout ce qu'on considère comme relativement conservé, que ce soit le code génétique, que ce soit le cycle des acides tricarboxyliques ou que ce soit autre chose, une façon de poser la question, est-ce que c'est conservé, une question qui est très fondamentale, est-ce que c'est conservé parce qu'il y a une contrainte physico-chimique qui fait que ça ne peut pas être autrement, ou bien parce que c'est un accident gelé de l'évolution lié au fait que nous descendons d'un ancêtre commun? Le plus direct, c'est de créer un autre code génétique, un autre cycle qui, avec une chimie différente, va néanmoins réaliser à peu près les mêmes opérations globalement. Si cela fonctionne, on pense plutôt à une contingence, et puis ce qui n'exclut d'ailleurs pas qu'au tout départ, il y avait des questions de contraintes physico-chimiques d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les organismes que nous connaissons sont liés à ce phénomène par plutôt leur descendance d'un ancêtre commun. Donc des questions tout à fait fondamentales. Bon, un tout petit commentaire sur la question de la révolution et l'évolution, tout dépendant d'ailleurs si on se place sur l'échelle de 5 ans ou de 5000 ans. Je crois que tout simplement, si on reprend un petit peu l'histoire, on voit qu'au cours des années, et depuis effectivement au moins 5000 ans, prenons l'exemple d'ailleurs de la levure, j'aime beaucoup la levure du boulanger, qui a servi aussi bien dans des temps reculés à une première biotechnologie de fermentation du jus de raisin, c'est bien connu, et le premier accident lié à l'usage des biotechnologies d'ailleurs, qui est très célèbre, qui est lié au fait que Noé, ayant abusé de son jus de raisin fermenté, s'est montré nu devant ses fils. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce point de détail, mais c'est important, hein, c'est le premier accident d'usage. Eh bien, depuis ce moment-là, on a vu la levure également servir de façon répétée dans toutes ces étapes-là, et en particulier ensuite avec l'advenue de levures spécifiques et améliorées par rapport à la production d'une bière ou d'une autre, par rapport à la fabrication du pain, etc. Et puis, bien sûr, il y a environ 30 ans, par exemple, la levure qui a commencé à être utilisée pour fabriquer une protéine, le vaccin contre l'hépatite B. Donc là, on est dans une phase qui n'est pas celle de la biologie de synthèse. Ça me permet aussi d'ici de montrer un petit peu une espèce de limite ou de différence. On a affaire à la production d'une protéine. On met en place la phase codant cet élément. On met devant un promoteur de son expression qui est spécifique de la levure, qui est puissant. Et puis, ce n'est pas qu'il n'y a pas un modèle, mais le modèle tourne dans la tête d'un biotechnologue assez aisément. J'ai fait ce qu'il fallait, ça va produire beaucoup de protéines, et effectivement, ça produit beaucoup de protéines. Il n'y a pas beaucoup d'accidents dans ce genre de choses. Justement, là où on a une espèce de petite frontière à franchir, c'est lorsque on passe à un système avec 3 ou 5 ou 15 éléments qui sont en interaction par paire, et pour lesquels
dans la mesure où chaque interaction est de type non linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de proportionnalité entre l'effet et la dose d'un élément par rapport à un autre élément, l'esprit humain n'est absolument pas capable de faire tourner un tel modèle dans la tête. Le meilleur expert dira des bêtises considérables, et ça a été prouvé dans un certain nombre de cas. Alors, ce point est intéressant parce qu'il signifie aussi qu'il n'y a pas de snobisme dans le fait d'essayer de coupler l'usage d'un modèle mathématique et de simulation numérique avec le travail biomoléculaire à la paillasse. Il y a une nécessité absolue. Et cette étape fait partie de ce qui différencie la biosynthèse du génie génétique et de ce qui nous fait passer, disons, de l'époque des années 1970 à l'époque des années 2000, dirons-nous. Et Magali, précédemment, a bel et bien montré à quel point dans sa pratique quotidienne, il était très important d'avoir ce couplage. Bon, je vais dire encore quelques mots sur les contenus possibles de la biologie de synthèse. Encore une fois, un domaine en évolution, hein, donc il ne s'agit pas de fixer les choses, il s'agit de donner un aperçu des choses telles que je les vois, telles que beaucoup de collègues les voient, et donc de signaler l'existence à la fois d'approches qui sont constructivistes, on va revenir sur ce point avec une diapo pour chacun des cas, d'approches plutôt déconstructivistes et d'approches orthogonales. On va décrire cela. Donc, dans une approche constructiviste, on a une forte insistance sur le fait que l'on va partir de biobriques, le mot même évoquant cette notion de construction, de réutilisation, de standardisation, qui sont parmi les mots-clés de la biologie de synthèse. Ce seront des éléments, typiquement des morceaux d'ADN que l'on combine pour la production d'une protéine, d'un ARN fonctionnel, par exemple. Dans cette vision hiérarchique, avec plusieurs biobriques, on assemble un circuit de régulation ou bien un circuit métabolique que l'on renomme dispositif, et avec plusieurs dispositifs, on va créer un système que l'on va installer dans un organisme vivant, rebaptisé châssis, ou bien éventuellement in vitro. On peut rester par exemple dans des nanoparticules. Dans la vision des constructivistes, on part de quelque chose qui fonctionne, donc on est forcément plutôt dans la réingénierie, on part d'une bactérie par exemple, et puis on enlève ce qui ne sert à rien, entre guillemets. Alors ça a deux avantages. D'une part, on soulage la machinerie, parce qu'il faut répliquer tout cet ADN, on en enlève, il y a beaucoup moins de matériel à répliquer, etc. Et puis on fait la place, entre guillemets, pour des éléments que l'homme apporterait. Donc il y a une philosophie un peu pratique là-dessous, effectivement. Il y a aussi des tas de questions fondamentales, puisque finalement, qu'est-ce que c'est qu'un génome minimal? Il y a plusieurs chemins pour y arriver. Il y a donc beaucoup à apprendre, simplement d'essayer d'être dans la quête d'un génome minimal. Cette approche se nourrit également de la capacité croissante, qui relève plutôt de la chimie de synthèse, de synthétiser des morceaux d'ADN de plus en plus longs, ou en tout cas, si ce n'est de plus en plus longs, en tout cas de les assembler en des morceaux de plus en plus longs. Vous savez sans doute que depuis 2008-2010, on est sur des génomes d'environ 1 mégabase. On peut assembler 1 mégabase, et l'équipe de Craig Venter a réussi en 2010 à l'introduire dans une bactérie dont elle avait enlevé le chromosome original, avec pour objectif, et a réussi à faire reproduire cette bactérie. Donc, a priori, et ça c'est vraiment un point essentiel aussi pour comprendre les frontières de ces approches, a priori, on peut designer un chromosome complet, au moins jusqu'à 1 mégabase, et donc bientôt jusqu'à 5 mégabases, donc quasiment tous les génomes bactériens seront atteignables, dans l'ordinateur, le faire synthétiser, l'introduire. Donc c'est là où il faut quand même, je pense, être mis en garde. S'il est vrai que la synthèse d'ADN nous permettra de faire cela, ou nous permet déjà de faire cela pour des petits génomes, il n'est pas vrai
que nous ayons les concepts nécessaires. C'est-à-dire qu'un génome n'est pas juste un sac à gènes, mais qu'il y a des relations très importantes, y compris positionnelles, notamment c'est une des choses sur lesquelles mon équipe travaille, des relations positionnelles qui sont essentielles. Et puis d'autres choses un petit peu globales du style les gènes sont transcrits dans le même tendent à être souvent transcrits dans le même sens que la réplication pour éviter des collisions entre transcriptase et réplicase, des choses comme ça. Bon, des règles en somme, des contraintes dont certaines sont connues, certaines sur lesquelles on travaille, certaines qui ne sont pas connues. Le jour où on pourra effectivement designer un génome signifiera qu'on a fait d'énormes progrès au niveau fondamental, parce que ça signifie qu'on aura compris les contraintes d'un génome naturel qui fait qu'il fonctionne. Alors, bon, ici, on retrouve l'épigénome, donc, qui a été négligé par Venter, puisqu'il a dit, grosso modo, que l'ordinateur était le parent de cette bactérie. Autrement dit, tout était dans l'information de l'ADN, et par conséquent, il y a zéro information dans la cellule. Alors, on se demande pourquoi il l'a remis dans la cellule. Vous pouvez l'envoyer dans l'espace intergalactique, ça devait marcher aussi bien. Donc il y a effectivement toute la question de l'épigénome qui est beaucoup plus difficile à capturer puisqu'elle est délocalisée. Elle n'est pas dans une séquence de A, de T, de G, de C. Et sans doute, c'est un défi qui est considérable devant nous. L'épigénome, un exemple, c'est à nouveau l'interrupteur différenciatif, par exemple. C'est des choses qui font partie de l'information qui est en partie héritable, qui est héritable. Hein, l'état de l'interrupteur est hérité par les cellules filles. Et donc, il y a un grand nombre d'informations délocalisées qui sont là. Voilà, et puis après, on retombe sur le châssis. Alors, tel que je le présente, rien de neuf. Hein. Je me souviens d'un atelier INSERM en 1990, me semble-t-il, qui s'appelait la levure comme tube à essai vivant, quelque chose comme ça. Bon, mais avec maintenant peut-être quelques potentialités nouvelles, par contre. Les systèmes orthogonaux, bon, disons que d'une manière générale, je reprends la définition de mon collègue et ami Sven Panke de l'École polytechnique fédérale de Zurich. On lui demande ce que c'est qu'un système orthogonal. Il dit c'est quand vous avez des choses qui marchent en parallèle. Donc, pour moi, c'est choquant au niveau simplement de le peu de géométrie dont je me souviens. En même temps, c'est pas, finalement, c'est surprenant parce que c'est pas totalement faux. Ce qui veut dire, c'est que on a des choses qui vont marcher, qui ont une relative indépendance. Donc, on retombe sur un des mots-clés, effectivement, de la biologie de synthèse, c'est-à-dire essayer d'avoir une indépendance entre les éléments, notamment une indépendance du contexte, c'est-à-dire vous mettez votre dispositif dans une bactérie ou dans une autre, et ça marche pareil. Donc, les biologistes d'entre vous ont immédiatement saisi à quel point ceci est pour l'instant un vœu pieux, mais le simple fait de poser un vœu pieux et de mettre des scientifiques au travail, évidemment, veut dire qu'on va se rapprocher peu à peu de ce Graal, même si ça sera relativement long et pénible. Bon, que dire encore ? Alors, bien sûr, donc, on trouve dans cette catégorie du recodage de l'information, où le code génétique serait modifié, plus difficile le code de l'expression génique. On trouve les acides nucléiques du troisième type, ou alors des nouveaux acides aminés au métabolisme. Donc, on reviendra à ce point. Et puis les protocellules, qui sont tout un pan de la biologie de synthèse, avec du côté fondamental des questions du style quels sont les ingrédients minimaux pour reproduire une propriété du vivant, la croissance ou la division. Et du côté appliqué, la capacité de cibler des liposomes, parce qu'après tout, ce sont quand même des liposomes, c'est des bicouches lipidiques avec des protéines dedans éventuellement, et puis des protéines dans le compartiment aqueux qu'elles délimitent. Entre ces éléments membranaires et internes, l'objectif est évidemment de cibler, par exemple, des cellules cancéreuses, et du fait du ciblage, de limiter les effets secondaires du produit toxique qui sera déversé, et en revanche, de concentrer la toxicité sur les cellules cibles. Donc, cette diapo permet de revoir, entre guillemets, les mots-clés qui sont apparus.
il y a une volonté de normalisation, de réutilisation des biobriques, voire même des dispositifs dans des systèmes, et donc les hiérarchies ressortent très fort, de découplage en conception et fabrication, et puis l'orthogonalité, l'insensibilité au contexte. Bon, je pense, je vais sauter les diapositives sur les questions de normalisation, qui sont évidemment au cœur de ces problématiques, mais qui ne sont pas... Voilà. Et à titre d'illustration, la liberté créatrice dont on parle parfois quand on mentionne la biologie de synthèse, il y a effectivement des cas intéressants. Alors, j'ai déjà mentionné les acides nucléiques qui ne sont ni ADN ni ARN, avec des travaux comme ceux de Steve Benner, déjà depuis longtemps aux États-Unis, maintenant en Floride, et puis de Peter DeWine à Louvain et maintenant aussi à Ivry pour la partie biologie. Et puis on pourrait mentionner également les machines à ADN, les pavages à ADN, les travaux de Winfrey ou de Zeeman. Les codons qui ne marchent plus par 3 nucléotides mais par 4, et les ribosomes qui fonctionneront avec Church. Les approches évolutionnaires, déjà mentionnées par Magali. Et puis, il y a aussi le cas des protéines jamais nées de Pierre Luigi Luisi. Donc, l'idée, au fond, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les protéines naturelles et qui se reploient correctement. Et donc, on crée des protéines au hasard, on échantillonne dans l'espace des possibles les protéines d'une certaine taille, et puis on regarde si elles sont capables de se reployer. Et d'ailleurs, il y a une surprise assez notable, un tiers de ces protéines sont capables de se reployer par des critères de biophysique. Donc, tout un ensemble, tout un panel, et je pense que c'est amusant de voir aussi comment ce domaine émergent correspond à une certaine revigoration de l'imagination. Et ça va, j'espère, se voir un petit peu à travers certaines diapositives à suivre. Bon, alors, on arrive un peu à la jonction entre les deux parties de mon exposé. Donc, la motivation, c'est finalement, au niveau en tout cas appliqué, que la fin du XIXe siècle a vu le développement de technologies qui ont permis la création de richesses par des nouvelles industries. Et le pari que la biologie de synthèse a le même potentiel. Donc ici, je fais un petit parallèle avec le cas de la chimie de synthèse, 140 ans plus tôt, et l'enclenchement de cette boucle recherche-développement, industrie-économie, dans la mesure où on voit que les conditions de démarrage sont à peu près les mêmes. On a une chimie analytique qui est très puissante en 1850, même si elle est encore fortement empirique, et ceci est l'équivalent, entre guillemets, des capacités qu'on appelle ohmiques à la fin du XXe siècle. La biologie analytique est triomphante. Et puis, à partir de là, se développe la possibilité d'analyser les systèmes, plutôt la biologie des systèmes, et quelques années après, on voit la possibilité de synthétiser des produits naturels par chimie de synthèse, pour le coup, parce que les analyticiens ont besoin de plus de matériel. Seulement 5 ans après, on synthétise des produits qui ne sont pas naturels, parce que ce n'est qu'un tout petit pas à faire. Et donc, nous voyons un petit peu la même chose se passer aujourd'hui avec la biologie, et c'est dans ce sens que, de façon assez robuste, on peut prédire que, quel que soit le nom qui restera, ce qu'aujourd'hui on appelle la biologie de synthèse connaîtra un développement comparable pour des raisons essentiellement similaires et avec ce décalage de 120-140 ans. Également, on se rend compte que les applications, que la biologie de synthèse offre un socle méthodologique très large, on en a eu un petit aperçu, et que les applications, du coup, peuvent être relativement larges. Et là, je mentionne donc les biotechnologies rouges, vertes et blanches comme des champs d'application tout à fait sérieux. Alors, je vais commencer par un tout petit exemple sur un circuit régulatoire pour ensuite parler plus longuement de circuits métaboliques. Ici, donc, vous voyez sur cette photographie une jeune Bangladaise souriante qui ramène de l'eau dans un pot chez elle, à sa famille. Elle sourit parce que sans doute elle a été le chercher dans un puits, ce qui évite d'aller aux rivières, etc., qui sont contaminées et transmettent des maladies graves, menant à une mort rapide. Pourtant, il y a un souci. Sur 10 millions de puits creusés au Bangladesh par les ONG,
un puits sur 4, peut-être même plus, est contaminé dans des couches un peu plus basses, sous terre, par des sels d'arsenic. Et l'arsenic est un poison lent et mortel, cumulatif. Et il est difficile de tester 10 millions de puits. Maintenant, les puits sont testés au moment de leur creusement, mais on a 10 millions de puits de retard. Et dans les villages où les gens ont un pouvoir d'achat relativement limité, c'est difficile d'envisager un test s'il n'est pas bon marché. Une équipe s'est intéressée à créer un biosenseur arsenic dont le principe peut être résumé peut-être dans la partie basse ici, dans lequel donc, il y a un récepteur arsenic qui est placé sur la membrane et qui, à travers une cascade de régulatoire assez classique, finit par atterrir au niveau de l'ADN pour former une enzyme qui acidifie la bactérie et donc son milieu de culture à la longue en produisant de l'acide lactique. Donc l'idée est la suivante, mettez un petit peu de gélose pas cher dans un tube en plastique, mettez des bactéries ainsi modifiées sur la gélose, dans le village, le sorcier ou la personne, l'infirmière, etc., met un petit peu d'eau du puits, et puis le lendemain matin, on regarde comment les cellules ont poussé, et pour savoir où en est le pH, on met une petite goutte d'indicateur pH ou un papier pH. Et donc si on a une acidité, on soupçonne le puits de comporter de l'arsenic. En fait, d'équipe, c'était un projet de 2006 d'une équipe d'étudiants à la compétition internationale, c'est l'équipe d'Édimbourg en fait, à la compétition internationale de bulles de synthèse qui a lieu au MIT tous les ans en novembre. Alors il y a des projets un peu plus tournés vers l'industrialisation effective, en concernant la bioremédiation ou la biodétection comme ça, notamment chez notre collègue Victor De Lorenzo à Madrid. Là, je passe rapidement sur ça avec une toute petite diapo, simplement pour mention qu'il existe un diagnostic de double virose type sida et hépatite qui s'appelle Versant et qui est commercialisé par Siemens. Et ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il permet de suivre annuellement 400 000 patients. Et c'est pour ça que je le mentionne, il est fondé sur une ingénierie et non pas une réingénierie au sens où il utilise un acide nucléique qui est modifié, qui ne ressemble pas à l'ADN parce qu'il y a des branchements, pour ce test sensible qui permet à la fois de détecter les deux et aussi dans des conditions où le virus est en concentration extrêmement faible du fait des thérapies. En conséquence, vous devez être capable de mesurer des quantités circulantes de virus qui sont extrêmement basses. Donc une forte sensibilité de ce diagnostic. Donc ingénierie. Ce qu'on va voir après ressemble plutôt à de la réingénierie, vous allez le voir. Donc je vais maintenant prendre un exemple concernant le génie métabolique. Mais j'aimerais souligner d'abord qu'aujourd'hui, l'état de l'art est représenté principalement par trois réussites dans ce domaine-là. D'une part, dans le domaine du textile, la synthèse de 1,3-propandiol qui est faite chez Dupont et Tate & Lyle. D'autre part, la synthèse d'hydrocortisone, qui est un travail qui a été réalisé par Denis Pompon. Et donc, je suggérerais que si vous souhaitez si vous souhaitez un orateur francophone qui vous parle vraiment en détail d'un travail dans le domaine du génie métabolique au niveau de l'état de l'art, la bonne personne est mon collègue Denis Pompon, qui à l'époque était à GIF, qui est maintenant à Toulouse. Et troisièmement, celui dont je vais parler, donc, qui est relativement célèbre, non pas qu'il soit meilleur, mais simplement que les Américains savent mieux faire leur publicité. Le cas de l'artémisine, j'ai d'ailleurs emprunté des diapositives qui sont malheureusement en anglais, j'en suis désolé, à Jake Isling, qui est l'investigateur principal qui a travaillé sur la synthèse de ce médicament. Alors essayons de voir un peu quelle est la problématique d'abord, et ensuite rapidement quelles étapes ont permis d'arriver à une situation viable industriellement. Donc d'abord, l'artémisine permet de traiter la malaria à un stade avancé.
Donc je pense que peut-être il vaut mieux que je commence par voilà, cette diapositive, qui rappelle que le coût actuel d'un médicament basé sur l'artémisine est d'à peu près 2,5 $, dont la moitié due à l'artémisine elle-même. Il faut traiter la personne à peu près 10 et 12 fois par an, compter donc à peu près 20-25 $ par an, sachant que dans beaucoup de pays en développement dans lesquels sévit la malaria, on dépense environ 4 $ par personne par an. Donc on est en fait déjà sur des coûts qui sont trop élevés. D'autre part, il y a une estimation de l'Organisation mondiale de la santé qui pense que 700 tonnes d'artémisine seraient nécessaires annuellement. Donc on est déjà à, je crains de dire une bêtise, mais je crois que c'est à peu près 50 fois la production actuelle d'artémisine. Il y a aussi une estimation du ministère français qui dit qu'il faut au moins 300-400 tonnes. Bon, donc ça pose un petit peu le problème. Je donne ici un petit aperçu de la ligne du temps qu'a pris la réalisation du projet. On a tous les aspects recherche et développement qui sont, j'ai du mal à lire d'ici, mais environ 2005-2009. Et puis, on passe au stade manufacture avec des objectifs, notamment de Sanofi, de commencer la production cette année, en 2012. Mais le travail a commencé réellement en 2001, vous allez le voir. D'accord ? Donc ça, c'est le temps qu'il aura fallu. Oui, je passe celle-ci. Donc oui, la question se posait. Il y a d'une part la possibilité d'augmenter l'effort au niveau agriculture pour cultiver cette plante Artemisia, l'armoise annuelle, à de nombreux endroits. Notamment, elle a été transplantée en Afrique alors qu'elle se trouve naturellement plutôt en Chine et nord du Vietnam. La synthèse chimique, bon, le chimiste peut faire tout, ou pas tout, mais beaucoup de choses. Néanmoins, il était clair que ce ne serait jamais une possibilité qui soit industriellement viable. Et donc, l'approche microbienne qui demande à récupérer les gènes de la plante, l'objectif étant de réduire le coût du médicament par un ordre de grandeur, et l'approche étant donc de modifier un micro-organisme qui produise l'artémisinine à partir d'un produit renouvelable et notamment d'un métabolite qui se trouve déjà dans son circuit métabolique complet. Alors, il a fallu cloner ces gènes, et donc ça, ce sont les diapositives de Jay Kisling. Bon, là, je passe. Et j'attire votre attention sur la barre rouge qui est ici, que l'on voit à peine. Donc, dans un premier temps, la production d'un précurseur de l'artémisine dans la bactérie Escherichia coli donnait quelque chose comme 0,01 mg par litre de produit. Bon, ce qui ne permet pas d'aller vers une solution viable. Donc ici, je passe assez rapidement, mais simplement pour à chaque fois montrer quel a été l'élément crucial qui a permis de gagner sur ce rendement. Alors ici, bon, la resynthèse du gène pour adapter le biais des codons pour les biologistes d'entre vous, etc., a permis de gagner un facteur 140. Donc on est avec cette barre rouge ici. Notez que ceci est une échelle logarithmique. Ensuite, on a modifié les voies métaboliques natives de la bactérie et gagné un facteur 3. Il y a eu ensuite une révision déchirante au cours de laquelle il a été décidé de passer finalement de la bactérie à la levure. Et c'est finalement dans la levure que ça a été développé. Et de s'appuyer sur la voie des stérols de la levure. La levure, en fait, ne fait pas de cholestérol, mais elle a bien une voie des stérols, elle fait des ergostérols, des choses comme ça. Et donc, moyennant cette révision déchirante, on a gagné, il y a encore eu un facteur 100 qui a été gagné. Ensuite, sur la fermentation, les détails de la fermentation, il y a eu encore un gain de 50 fois. Et voilà un petit peu le récapitulatif. Donc, vous voyez, sur 6 ans, un gain de 10 millions. 10 millions, 10 moins 4, 10 puissance 4, 100 millions, désolé. Environ 100 millions en productivité, c'est-à-dire en nombre de milligrammes par litre. Donc c'est énorme. Alors ça correspond à quel effort ? Je crois que ça c'est un point également qu'il est important de noter.
de l'ordre de 150 personnes années, en fait un peu plus que ça, sur 10 ans, 150 personnes années, 25 millions de dollars pour ce travail. Donc la suite de l'histoire, ah oui, point intéressant, donc on arrive en 11 étapes à un précurseur de l'artémisine qui ensuite peut être transformé en artémisine via de la synthèse chimique. Donc l'histoire est partie depuis l'université de Berkeley, et puis la création d'une compagnie, Ameris Biotech, qui aujourd'hui est le phare, entre guillemets, des compagnies faisant de la biologie de synthèse, et via l'Institut One World Health, le transfert, il manque un T, à Sanofi, donc pour une production qui devrait commencer. Alors aujourd'hui, enfin je disais qu'on était à 2,5 $, l'idée est de tomber à peu près 20 centimes de dollars, donc un ordre de grandeur effectivement. Et puis surtout, pensez-y, la qualité plus reproductible, la moindre dépendance à la saison par rapport à la situation précédente. Non pas que la production s'arrête, mais ici, elle n'était pas suffisante. Alors, je n'ai pas résisté au plaisir de vous parler d'une problématique un peu différente, mais liée à la malaria. Et aussi encore dans l'idée de montrer un peu la variété des approches. Et même si là, on n'est pas dans le métabolisme, mais plutôt dans le régulatoire. Le contrôle des moustiques anophèles femelles, responsable vecteur de la malaria. L'idée, en bref, est la suivante. On est ici dans le laboratoire, et on a un moustique femelle, un moustique mâle, qui sont homozygotes pour un gène muté. Et ce gène muté, alors là, je crois que je n'ai pas la diapositive, mais grosso modo, l'idée est la suivante. On va produire un produit toxique pour la cellule. Pour ce faire, il faut qu'un intron soit épicé correctement. Cet épissage est dépendant du sexe. Chez la femelle, l'épissage se fait, le transactivateur tétracycline, puisque c'est son nom, désolé, cette protéine, le transactivateur tétracycline, est donc fonctionnel. Chez le mâle, l'épissage sexe spécifique ne se fait pas, donc le transactivateur tétracycline n'est pas fonctionnel. Alors, vous me direz, oui, pour finir, ce transactivateur tétracycline permet chez la femelle uniquement, donc puisqu'il est correctement fait chez la femelle, d'induire la production d'une protéine toxique qui empêche le vol. Donc les femelles ne volent pas et meurent. Les mâles ne sont pas affectés au point de vue phénotype. Alors dans le laboratoire, on maintient à tout moment de la tétracycline dans le milieu, donc les moustiques femelles ne sont pas atteintes, on réprime la production du toxique, elles ne sont pas atteintes, elles se reproduisent, et donc le laboratoire permet de créer un grand nombre de moustiques modifiés. On les lâche à l'extérieur, il n'y a pas de tétracycline, la femelle meurt. Le mâle féconde des femelles, ici en blanc, par rapport au mâle bleu foncé, de la nature, ce qui résulte en la mort des femelles homozygotes, j'ai oublié de le dire, c'est un gène dominant, létal. Donc, ce hétérozygote femelle va mourir pour les mêmes raisons, le mâle, lui, survit. Et on attend donc qu'il y ait un déclin important de la population de moustiques et qu'aucune femelle, même celle qu'on largue ou d'autres, ne puisse servir de vecteur pour la maladie. Quelle heure est-il ? J'ai l'heure là-haut. Combien de temps ? 5 minutes. C'est très bien. Donc je saute cette diapo et je vais parler d'un joli cas d'école de l'équipe de Fussenegger à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Il s'agit de l'homéostase de l'urate. Et ce travail a été effectué chez la souris, chez une souris qui régulait mal sa concentration d'acide urique sanguin. Donc en principe, c'est une forme de modèle de ce qu'on appelle la goutte chez l'homme, qui est due à l'excès d'acide urique dans le sang, notamment chez les bouchers qui veulent absolument terminer la viande qu'ils n'ont pas réussi à vendre dans la journée, c'est bien connu.
ce qui se passe, c'est que l'acide urique cristallise dans les articulations, et à ce moment-là, il y a coinçage des articulations, inflammation des articulations, ce qui est extrêmement douloureux. Donc, quelle est l'idée qui, je le répète, fonctionne chez la souris? Donc, c'est dans les cartons en ce qui concerne l'application à l'homme. Je crois que l'article est de l'année dernière. Vous avez ici un vaisseau sanguin avec un excès d'urate. Vous avez là une cellule qui a été donc modifiée par l'équipe de Fussenegger. Elle a un canal à urate qui vient en fait qui est produit par un gène humain récupéré dans le patrimoine humain, et elle a ici un système qui répond à la quantité d'urate pour produire ou pas une enzyme qui est l'uratoxydase, codée par ce SMUOX ici, peu importe. Et SMUOX, donc, ils ont ajouté à l'uratoxydase naturelle un signal d'excrétion. Donc cette protéine-là, cette oxydase, va sortir de cette cellule et va venir, puisqu'elle est accolée au vaisseau sanguin, va venir transformer l'urate en un produit anodin, l'allantoïne. Donc, cette cellule est à la fois, comme c'est indiqué là, sensitive et effectrice. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'urate, elle n'apporte pas d'urate, elle ne déclenche pas la production de SMUOX. S'il y a donc le peu d'urate circulant éventuellement ne sera pas affecté. C'est un point très important, parce qu'en réalité, l'urate est un protecteur contre le stress oxydatif, et donc il ne faut pas non plus que l'urate descende trop bas. En revanche, s'il y a un excès d'urate, automatiquement, SMUOX produit l'uratoxydase excrétée et l'urate est transformé en allantoïne. Donc vous avez un système de remise en homéostase de la concentration d'acide urique. Alors donc je vous disais, c'est dans les cartons. Ici, je pense que j'ai simplement, pour finir, donné d'autres types d'interventions pour mémoire. Aujourd'hui, la biosynthèse permet aussi d'élaborer des stratégies de contrôle de l'expression de gènes mammifères qui seront utiles, pas encore le cas, c'est dans les cartons, en thérapie génique. Elle permet de faire de la découverte de médicaments dans des cellules mammifères comme les cellules d'ovaires de hamster. Elle permet de classifier des types de cancers. L'avant-dernière diapositive, je vous disais, concerne notre travail. Donc ici, disons que du point de vue appliqué, on peut présenter les choses ainsi. L'état de l'art dont je parlais tout à l'heure, c'est, pour le génie métabolique, c'est 11-14 gènes, 11-14 enzymes pour un chemin métabolique. Les trois cas dont j'ai parlé tout à l'heure sont dans cet ordre de grandeur. Et sans doute, si vous avez travaillé dans la pharma, vous savez que grosso modo, ou dans la biotech, vous savez que grosso modo, s'il a fallu 100 ou 150 hommes-années dans le laboratoire académique pour mettre au point cette magnifique levure, il faudra à peu près autant d'hommes-années pour l'adapter à la production, à la bioproduction, que ce soit pour résoudre des problèmes de stabilité génétique, de passage à l'échelle, etc. C'est à peu près ce qui se passe dans les cas qui ont pu être décrits ou auxquels j'ai pu avoir accès. À peu près le même ordre de grandeur. Un des problèmes étant que, par exemple, on va avoir un joli système dans lequel il y a 11 gènes, 11 stimuli, pour les déclencher séparément, de façon à bien analyser les rapports entre eux. Résultat, vous arrivez au niveau industriel à 600 mètres cubes de production. Alors, il nous va falloir combien il nous faut de dizaines de kilogrammes d'ampicilline, de dizaines de kilogrammes de tétracycline, de dizaines de kilogrammes d'autres produits qui sont chers. Bon, les antibiotiques posent aussi d'autres problèmes, évidemment. Ce n'est absolument pas tenable. En fait, l'idéal, c'est le stimulus unique, bon marché, qui permet de déclencher l'ensemble des gènes, et si possible, de les déclencher dans une forte intensité immédiate de production. Donc c'est sur ces questions que nous avons travaillé, avec notamment cette notion de position relative des gènes le long du chromosome.
on sait que les gènes côte à côte permettent d'avoir une efficacité supplémentaire sur l'intensité de régulation. On gagne 2 ordres de grandeur, ça a été montré, pas par nous d'ailleurs. Et néanmoins, on a une limite qui va être, selon les cas, de 2-3 gènes jusqu'à, dans le cas des opérons, quelques gènes, voire jusqu'à 10-15. On est à peu près dans l'ordre de grandeur, puisque je parlais de 10-15 gènes en génie métabolique aujourd'hui. Comment aller au-delà et comment profiter de l'efficacité au-delà? Donc ici, nous proposons d'avoir cette vision tridimensionnelle dans laquelle, en fait, des gènes disposés périodiquement, par imitation de la nature, il faut bien le dire, nous permettent de récupérer cette efficacité-là, l'efficacité de l'effet de concentration locale, à notre bénéfice, mais avec une limite qui est repoussée largement. En théorie, nous pouvons aller jusqu'à 200 gènes sur un petit génome bactérien, par exemple. Donc nous travaillons en ce sens. Et ceci dans le cadre d'un projet américano-européen qui s'appelle normalisation en biosynthèse, même si en réalité il est extrêmement fondamental, puisqu'il s'attaque aux questions de contexte et d'orthogonalité. Voilà. Voilà, je vous remercie. Alors, si vous voulez parler à vos amis non scientifiques de biologie de synthèse, vous pouvez, pour un prix modique, acquérir un petit volume chez l'éditeur Le Pommier. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.